Mais c'est vrai que je me suis complètement inspiré, au tel point qu'un jour, mon PDG m'a dit tu es en train de devenir plus chinois que mes Chinois. Oula. Et alors j'ai dit oulala, oui, effectivement, j'ai dit comment je dois le prendre. Non, parce qu'il l'a vu en fait, bizarrement, et pourtant je parlais pas chinois, je le parle toujours pas. Mais c'était pour lui, ce qu'il a vu, c'était le degré d'implication. D'accord. Okay. Et il a senti effectivement que j'aimais ça, en fait, que j'ai aimé travailler avec eux, j'ai aimé être là-bas. Et pour eux, c'était important. J'ai eu un manager chinois qui m'a sorti cette phrase. Le management, c'est assez simple. Moi, il y a un curseur. Enfin, il y a une valeur que je mesure, c'est l'envie. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, alors bon, et puis, mais il n'y a pas que ça, hein, parce qu'ils ont quand même le nez sur les chiffres. Ce sont des financiers. Hein, la personne qui avait monté ça était quand même... Ça, c'est le pragmatisme. Oui, c'est le pragmatisme. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'humilité et d'humanisme au départ, dès l'entrée. Ça, c'est très important. C'est quand même assez paradoxal, d'ailleurs. Je l'ai découvert. En fait, je ne le savais pas. Justement, ça fait partie des préjugés qu'on peut avoir avant d'aller en Chine. Moi, je me suis intéressé à l'intelligence émotionnelle, par exemple. Oui, bien sûr. Et on se disait, voilà, bon, les Chinois, est-ce qu'ils en ont eu? Mais moi, j'ai retourné complètement le truc. J'ai dit au contraire. Moi, j'ai trouvé en Chine des gens qui étaient qui avaient une fibre humaine très, très importante. Après, l'art et la manière de briser la glace, ça, c'est une autre affaire. Donc ça, c'est plus, je dirais, un talent naturel qu'on peut avoir ou ne pas avoir, ou qu'on peut développer à la bonne, à forte raison, si on a vraiment envie d'aller vers ça. C'est-à-dire qu'au départ, on prend ça... Enfin, moi, dans les 2-3 premiers mois, j'ai pris ça comme un sacrifice. Puis après, c'est devenu naturel. Voilà. Parce que quand vous avez quelqu'un à qui vous... Comme il dit jamais non, hein, donc quelqu'un qui vous pose une question, qui ne vous répond pas, ou qui fait oui, mais en fait, où rien ne se passe, à un moment donné, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai mal fait, je ne l'ai pas bien demandé et tout. Non, c'est simplement qu'ils ne savent pas dire non. Et puis, ils n'ont pas envie de se mettre en défaut, de perdre la face. Donc, c'est tout ça qui, bout à bout, en fait, vous oblige à penser différemment. C'est-à-dire, en fait, tout se fait de façon passive. C'est-à-dire qu'au lieu de... et ça, c'est dans le business, c'est exactement pareil. Au lieu d'arriver avec un PowerPoint et un projet, on va chercher à se connaître et puis donner envie de travailler avec nous. Tout se fait un peu en sens inverse. On est frontal ici, et eux, ils sont plutôt dans une méthode un peu plus passive. D'accord. C'est l'art de donner envie, c'est presque, je dirais, l'art de les séduire, en fait. Oui, j'allais vous le dire, il y a toute une notion de séduction dans Tout à cette fait. démarche. Pendant qu'on discutait, qu'on préparait notre entretien, vous avez dit il y a une autre idée reçue qui est pour faire des affaires en Chine, pour avoir une aventure qui soit enrichissante en Chine à tous les points de vue, il est de notoriété publique de dire il faut savoir parler chinois. Vrai ou faux? Faux. Je vous laisse développer, s'il vous plaît. Vous me posez une question fermée, donc je vous réponds faux, évidemment. Monsieur Labureau va nous donner les clés et pour faire sauter ce verrou. Non. Alors, je n'ai pas les prétentions de donner des clés parce que des clés, il y en a beaucoup. Et je veux dire, chacun a la possibilité de se développer par rapport à ça. Mais d'abord, je suis parti en Chine sans parler chinois. J'en suis ressorti, enfin, j'en suis pas vraiment sorti, j'y suis souvent. Je parle toujours pas chinois. Par contre, je comprends les Chinois. Et ça, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire que, alors je ne veux pas dire que ne pas parler chinois, c'est un problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien se faire des amis chinois et travailler là-bas. Bon, de toute manière, les Occidentaux qui sont en Chine sont là pour travailler avec des Occidentaux. C'est-à-dire qu'en général, moi, pourquoi j'ai été employé, c'était pour développer un courant d'affaires avec des sociétés occidentales. Ouais. Donc, ça veut dire des gens qui parlaient français ou anglais ou allemand. À partir de ce moment-là, j'avais pas besoin du tout de parler chinois. Je dirais que j'ai regretté de ne pas parler chinois parce que j'habitais dans un quartier où il n'y avait que des Chinois. Et bon, je faisais des signes le matin, bon petit marchand de légumes à mes voisins. J'aurais bien aimé pouvoir discuter avec eux, les inviter à dîner, faire des choses comme ça. Donc ça relève plus de la vie sociale, mais en tout cas en termes de business, c'est pas du tout un précaré. Ça peut même se retourner contre soi. Évidemment, quand j'entends des gens intervenir sur le sujet et dire mais oui, c'est important parce que ils aiment bien, ils aiment bien sentir qu'on se met à leur portée. Ok, dans tous les pays, c'est vrai. Sauf que, pour négocier en chinois avec des Chinois, il faut être là-bas depuis 10, 15, 20 ans peut-être. Et avoir un degré de subtilité, de manier la langue suffisamment subtilement pour y arriver. Oui, sans compter que dans certaines régions, il y a des dialectes qui sont incompréhensibles, même pour certains autres Chinois. Oui. Et puis aussi, quand les gens sentent que vous parlez, que vous portez chinois, ça peut être un problème justement, ça peut les gêner quand ils sont en général en groupe et qu'ils discutent entre eux.
ils peuvent être très gênés. Le fait de savoir que quelqu'un en face peut comprendre, capter quelques mots, ça peut les mettre aussi un peu en défaut. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais que c'est pas un obstacle. C'est pas un obstacle, c'est pas un précaré, un prérequis pour réussir en Chine. Absolument. Mais si je synthétise également ce que vous venez de nous dire, il y a la dimension sociale, bon, c'est une chose, et puis après, il y a la dimension professionnelle, où là, c'est pas indispensable, comme vous venez brillamment de l'expliquer. Alors, c'est peut-être dû aussi à la ville de Shanghai, car là, vous nous parlez de votre expérience à Shanghai. Oui, tout à fait. Une ville cosmopolite, c'est un port, c'est un peu le Marseille. D'ailleurs, son surnom, c'est le surnom de Shanghai, c'est la perle de l'Orient, mais elle a aussi un surnom avec un lien avec une ville française. Je ne sais plus lequel, là ça m'échappe, ça va peut-être me revenir. Ah. Mais il y a un côté cosmopolite où, de toute façon, il y a un brassage des langues assez important à Shanghai. Oui, bien sûr. Alors, c'est aussi valable à Pékin. Donc aujourd'hui, il y a entre 20 et 30 villes, je crois, qui font plus de 10 millions d'habitants. Des métropoles comme Shanghai, il y en aura quelques-unes dans Chine. Par contre, comme de métropoles cosmopolites comme Pékin, Shanghai et même Canton, mais Canton n'est pas très, très international encore, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Donc effectivement, c'est très spécifique. C'est un peu comme, vous dites, voilà, Pékin, c'est Lyon et Shanghai, c'est Paris, c'est ça. Donc on en est là. Et c'est vrai que, par contre, si vous vivez dans d'autres métropoles, Chengdu, Wuhan, bon, on trouve pas mal d'industriels et d'internationaux. Mais là, par contre, si vous ne parlez pas chinois, oui, vous ne parlez pas à grand monde. Oui, d'accord. Parce que le Shanghai, c'est un peu comme c'est le New York chinois, Shanghai, en fait. Donc, on trouve tout et tout le monde, quoi. Et cette comparaison n'est pas vaine, puisqu'il y a aussi il y a ce qui est pragmatique, ce qu'on peut mesurer, les performances de cette ville à Shanghai, et puis il y a ce qu'il y a dans l'air, qui est un peu difficile à verbaliser, c'est-à-dire un espèce d'élan créatif, il se passe quelque chose toujours, et c'est aussi ce qui était dans le New York des années 70-80, également dans l'air, comme à Berlin dans les années 80-90. Tout à fait. C'est là où il faut être. Oui, tout à fait. Et ça s'arrêtera pas avant longtemps, je pense, parce que en termes artistiques, je dirais, il y a énormément de choses. Il y a un quartier avec beaucoup de galeries d'art. Vous avez tout le développement de Pudong, qui est la place un peu financière. Donc, non, ça devient quelque chose d'assez incroyable. Je veux dire, aujourd'hui, pour sortir du centre de Shanghai, il faut 1 heure, 1 heure et demie, pratiquement. J'ai entendu même quelqu'un me dire qu'on peut... on peut faire 200 km sans sortir de Shanghai, c'est vrai. Donc, tout a une dimension. C'est un peu, effectivement, comme Manhattan. Tout paraît concentré. Et à côté de ça, avec beaucoup de luxe, beaucoup de grands restaurants, des grands bars. Donc, après, il y a ce côté un peu gênant. C'est-à-dire que vous pouvez, sur 2 blocs, croiser un mendiant qui a à peine 1 euro pour vivre, et puis une Ferrari... ou une Bentley avec un jeune milliardaire à l'intérieur. Donc c'est aussi le pays des paradoxes. Oui, c'est le pays des paradoxes. Mais comme souvent les pays qui ont eu un développement très très rapide, dans les pays de l'Est, dans les années fin du XXe siècle, c'était un peu la même chose. Ça rentrait dans le capitalisme, et bien souvent, oui, il y a un écart qui peut surprendre des vieux pays comme la France. Vous, dans le service que vous proposez au sein de CAA Consulting... CCA Consulting, pardonnez-moi, monsieur Alain Bureau. Est-ce que vous préconisez de commencer par Shanghai, ou c'est selon le cercle d'influence de la société qui fait appel à vos services? Alors, en général, moi, je n'interviens pas sur ce genre de choix. J'interviens plutôt sur des gens qui ont déjà mis un pied en Chine, qui ont un représentant ou une petite équipe et qui veulent accélérer. Pour ceux qui n'y sont pas encore, là, c'est vraiment dépendant de leur activité. Alors, est-ce qu'ils vont importer des produits? Est-ce qu'ils vont sous-traiter sur place? Est-ce qu'ils vont faire une joint venture? Où sont leurs clients? Donc, c'est plutôt par rapport à ça. Après, d'une façon générale, bien évidemment, vous allez à Pékin ou à Shanghai, vous allez trouver tout un tas de services, que ce soit des avocats, des comptables, des gens donc toutes les fonctions support, qui sont représentées par des Occidentaux, même des Français, qui sont quand même en nombre installés, que ce soit des avocats ou des experts comptables, et qui sont quand même des pierres angulaires. C'est-à-dire que on va beaucoup plus voir un avocat avant de s'installer en Chine, justement pour avoir tout un tas de recommandations. Et effectivement, ces gens-là, ils sont à Shanghai et à Pékin.
Donc, c'est toujours plus confortable de s'installer, ne serait-ce que sur des bureaux ou une équipe dirigeante, de s'installer là-bas. Aussi, pour d'autres raisons évidentes, c'est-à-dire que les gens qui partent en famille, vous avez des écoles, vous avez toute une infrastructure qui fait que vous pouvez accueillir des familles étrangères. Il y a des villes où c'est peut-être beaucoup moins évident. D'accord, ok. Voilà. Ah, vous avez vraiment une vision très transversale de tous les ingrédients qu'il faut finalement pour réussir, mais aussi pour avoir un quotidien confortable. Oui, tout à fait. Bah oui, je pense que c'est important. Mais vous savez, à Shanghai, on s'adapte. Alors pour un Français, puis bon, Parisien que je suis, on s'adapte très facilement. C'est-à-dire que c'est une ville à taille humaine, une très grande ville à taille humaine, mais c'est une ville où on peut se promener, où on prend le métro. Je veux dire, quelque part, la seule chose qui a changé, c'est la taille de la ville et le fait de voir que des Chinois, pratiquement. Mais mon système de vie n'a pas franchement évolué. Je veux dire, je prenais le métro, le taxi pour aller travailler, pour sortir. Donc, c'est pas... Je dis ça parce que, par exemple, quand je suis allé à Jakarta la première fois, des villes comme Jakarta, vous êtes obligé de prendre des taxis, vous allez d'un mall à un autre, vous ne pouvez pas vous promener, tout est très étendu, il n'y a pas d'infrastructure. Ça, c'est des villes qui sont un peu perturbantes pour moi. Tant que vous ne changez pas votre style de vie, ça va. Et c'est pour ça, je pense que les Français ont relativement... pas mal de facilité pour s'adapter, c'est parce qu'on peut vivre à la française, tout simplement. Oui. Ça, c'est un argument. Ah oui, non, parce qu'on fait, c'est vrai quand on part à l'étranger, c'est pas pour rejeter la France, au contraire, c'est pour mieux la servir et la représenter. Ça, vous l'avez ressenti aussi? Oui, absolument. Oui, absolument. Bah, vous savez, il y a quand même pas mal de Français qui sont installés là-bas. Donc, il y a une raison. En général, quand vous ne voyez pas de Français, c'est qu'il manque quelque chose. Donc, en termes de qualité de vie, de distraction, de gastronomie, là, il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. D'accord.